l'épisode du podcast Kubuka, nous entendrons comment les troupes françaises ont été envoyées au Rwanda dans le cadre de l'opération turquoise qui était arrivée dans le camp de Nyarushishi le 23 juin 1994 et de Murambi le 24 juin 1994. Les Français ont déclaré avoir été envoyés au Rwanda pour aider les Tutsis qui se trouvaient dans le camp. Cependant, l'armée française n'a rien fait pour sauver les Tutsis, mais ces derniers se sont joints aux tueurs pour violer les filles Tutsis dans le camp. Les faits marquant l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis le 23 juin 1994. À ce jour-là, à Nyarushishi, il y a eu le déploiement des militaires français de l'opération turquoise qui a permis la continuation des massacres et des viols dans le camp de réfugiés Tutsis de Nyarushishi et ses environs. Nyarushishi fut un camp dans lequel ont été logés des réfugiés burundais en 1993. Et en 1994, des Tutsis venant de la ville de Cyangugu y ont été amenés et d'autres qui avaient survécu au massacre, notamment à Mibirizi, Shangi, Nyamasheke, Mushaka et Kibogora, s'y sont réfugiés. Les Français sont arrivés à Cyangugu le 23 juin 1994 et se sont rendus directement à Nyarushishi pour essayer de montrer que la raison de leur présence était humanitaire. Mais ils avaient besoin de paraître comme tels devant des télévisions, notamment françaises, parce que des journaux critiquaient le gouvernement français pour avoir envoyé des troupes au Rwanda en vue d'aider un État qui commettait un génocide. Les Français s'efforçaient de montrer devant la communauté internationale que ce camp de Nyarushishi était la preuve qu'ils étaient venus au Rwanda pour sauver ceux qui étaient l'objet de massacres, alors qu'il s'agissait réellement de cacher la vraie raison de leur présence qui était de venir en aide au gouvernement génocidaire. Et c'est pourquoi ils ont demandé au gouvernement l'inviolabilité du camp de Nyarushishi pour que les médias, surtout français, puissent mettre en avant le caractère humanitaire, soi-disant humanitaire, de leur mission. Les Français ont commis des actes de violence à Nyarushishi, dont des viols. Depuis 2005, des filles et des femmes qui ont été violées à Nyarushishi et à Murambi ont porté plainte en France. Des médias ont demandé à des anciens commandants des troupes françaises à Cyangugu ce qu'ils pensaient de ces plaintes et ceux-ci ont répondu que de tels actes ont peut-être été commis. Par exemple, le colonel Didier Tozin, qui dirigeait l'unité de COS, commandement des opérations spéciales, lorsqu'on est arrivé à Cyangugu, le 23 juin 1994, il a dit au journal La Croix en 2011 ce qui suit. Je n'ai jamais été informé de tels actes pendant l'opération turquoise. Nous étions toujours accompagnés par de nombreux journalistes. Pas un seul parmi eux n'y a fait allusion. Mais je ne peux pas affirmer à 100% qu'un tel acte n'ait jamais été commis par un militaire à titre personnel. Quant au colonel Jacques Rosier, qui dirigeait les troupes françaises à Cyangugu pendant l'opération turquoise, il a dit au journal Cosette en 2011 ce qui suit. Il est possible que de tels actes aient été commis par des indisciplinés à titre personnel, mais notre système n'a jamais autorisé de tels actes. Une fois, j'ai par exemple été informé qu'un vol de casier de bière par des régionnaires avait été commis. Mais je refuse à croire qu'un homme militaire ait violé des filles. De tels propos sont mensongers. En effet, si ce commandant des troupes françaises affirme qu'il a appris que ces hommes avaient volé des casiers de bière, comment ces militaires se seraient-ils interdits de violer des filles quand ils se permettaient de voler de la bière? Ces propos de Didier Tozin et de Jacques Hogar montrent qu'ils étaient au courant des actes délictueux commis par les troupes. Quant au général Jean-Claude Lafourcade, qui était le commandant en chef des troupes de l'opération turquoise, il semble aussi confirmer qu'il y a eu des viols commis par des militaires français au camp de Nyarushishi à Murambi, tout en minimisant de tels actes. Il a dit en ces termes « Il n'y a pas eu de faute grave, pas de viol collectif ». Ce qui semble dire que le général Lafourcade accepte le fait qu'il y ait des viols, mais qu'il en diminue la gravité en disant que les militaires n'ont pas agi sur l'instruction de leur hiérarchie et qu'il n'y aurait pas eu de viol collectif. Quant au colonel Tozin, il a semblé, par ses propos, admettre la complicité des Français avec les Interahamwe et les autres génocidaires à Nyarushishi. Ainsi, lorsque le 28 juin 1994, le journaliste Raymond Bonner du New York Times lui a demandé pourquoi les miliciens Interahamwe continuaient à encercler le camp de Nyarushishi et que les Français laissaient faire, le colonel Tozin a répondu « Nous n'avons pas d'ordre de désarmer les milices ». Ces propos ont été repris dans le New York Times du 29 juin 1994. Ce qui est aussi malheureux est que des agents de la Croix-Rouge ont eu leurs responsabilités dans les massacres de Tutsis qui étaient enlevés du camp de Nyarushishi. Le plus connu est Hategekimana Assad, qui, alors qu'il était un agent de la Croix-Rouge, livrait les Tutsis aux miliciens Interahamwe qui les tuaient.
Le cercle de sécurité du camp de Nyarushishi était constitué par les postes de garde des militaires français doublés d'un cercle concentrique plus large et constitué de barrières tenues par des miliciens Interahamwe et des gendarmes rwandais. Les réfugiés recevaient des vivres, mais devaient sortir pour aller chercher le bois à l'extérieur du camp pour faire la cuisine. Un témoin raconte: un jour, 3 jeunes ont été débusqués des plantations de théiers par des miliciens Interahamwe et ont couru en direction du camp poursuivis par les Interahamwe. Ils sont quand même parvenus à entrer dans le camp de Nyarushishi. Le commandant de la position des gendarmes qui était là est entré, il les a pris et les a amenés. Les Français étaient là et assistaient à la scène sans rien faire. Nous n'avons plus revu les 3 jeunes. Pour plusieurs rescapés du camp de Nyarushishi, les Français ont été complices des miliciens Interahamwe dans les tueries et tortures commises sur les Tutsis. La plupart des Tutsis qui venaient se réfugier au camp tombaient entre les mains des Interahamwe puisqu'ils devaient absolument passer par des barrières tenues par ces derniers. Un milicien Interahamwe interrogé par la commission Mucho a affirmé que des militaires français leur ont demandé de tuer toute personne qui voudrait entrer dans le camp. L'audience interne. Nous avions une barrière à environ 1000 mètres de la tente des Français. Sur cette barrière, nous avons tué beaucoup de personnes et les Français venaient nous demander ce qui se passait. Nous leur avons expliqué que nous avions tué des Tutsis et ils nous ont demandé de veiller à ce que personne d'autre n'entre dans le camp et que ceux qui viendraient par la suite devraient être tués. Suite à cette instruction, nous avons tué une femme avec sa fillette et un jeune homme. Je ne le connaissais pas. Il disait qu'il venait d'un endroit dénommé Ouineko. Nous avons également tué les Tutsis qui sortaient du camp pour aller chercher du bois de chauffage, dont Charles, fils d'Osembeba. Après les avoir tués, nous les jetions dans des fosses communes près de la barrière. Les Français sont venus voir ce que nous faisions et nous ont dit que nous sommes des vrais militaires. En guise de récompense, ils nous ont fait des ratios de combat. Ils nous accompagnaient aussi dans des patrouilles de nuit. Après la victoire du FPR, les Français nous ont interdit de continuer à massacrer les Tutsis afin d'éviter que le FPR ne se venge. Ils nous ont plutôt conseillé et invité à fuir, nous faisant des signes comme quoi le FPR nous égorgerait. Et ils se fâchaient fortement contre les personnes qui traînaient dans les maisons en refusant de fuir le FPR. Plusieurs victimes de viols affirment qu'elles ont été violées par des militaires français dans le camp de Nyarushishi. L'un d'eux le dit en ces termes. Les Français ont violé Claudine à tour de rôle. Elle avait entre 14 et 15 ans en 1994 et elle en a été tellement traumatisée qu'elle en est devenue folle. Ils nous ont violé Umurisa, la sœur d'Oscar. Ils le torturaient sexuellement, mettaient du piment dans les organes sexuels. Ils violaient beaucoup de filles. Seulement, nous ne connaissons pas leurs noms. Les militaires français violaient également des jeunes filles qu'ils avaient évacuées de l'école agri vétérinaire de Ndézi. Ils venaient chercher dans le camp. Pour y échapper, ils allaient dormir dans d'autres tentes pour qu'ils ne le retrouvent pas. Des militaires français ont violé des filles en dehors du camp de Nyarushishi au stade de Kamaramaka également. Un témoin victime le raconte en ces termes. Les Français installés au stade de Kamaramaka ont aussi violé des filles et des femmes Tutsis pendant l'opération turquoise. Ils nous avaient chargé de façon particulière d'aller chercher des filles ou des femmes Tutsis et certaines victimes de leurs viols ont survécu. Il fallait nécessairement les rapporter des filles Tutsis qui, disait-il, ne leur causeraient pas de problème. Si des gens apprenaient qu'ils les avaient violées, et il était strictement interdit de leur rapporter des filles Hutus. La première fois, je leur ai apporté 2 filles de 14 ou 15 ans au stade de Kamaramaka. La première que nous avons trouvée au cimetière de Mururu s'appelait Beata. Comme nous savions qu'elle était Tutsi, nous l'avons prise et l'avons amenée au stade de Kamaramaka où des militaires français l'ont violée. Après, ils nous l'ont remise, nous suppliant de ne pas la tuer. Plusieurs femmes Tutsis ont été victimes de l'esclavage sexuel dans le camp de Nyarushishi. Les militaires français commettaient des viols systématiques sur des filles Tutsis qu'ils ont gardées durant leur présence dans le camp de Nyarushishi. L'une des rescapés le témoigne en ces termes. Les Français sont arrivés dans l'après-midi et le colonel Bavugamenshi nous a demandé de les accueillir chaleureusement en dansant. À l'arrivée, les Français ont fait le tour des tentes du camp en prenant des photos. Après 3 jours, ils avaient identifié les abris des filles. Dès le 4e jour, à la tombée de la nuit, ceux qui avaient procédé à cette identification revenaient avec d'autres Français pour prendre les filles qu'ils amenaient dans les tentes pour les violer. Personnellement, j'ai connu la pire expérience de viol. Après m'avoir déshabillé, ils m'ont violé par groupe de 4 en même temps et se relayaient. J'étais avec d'autres femmes. Ils nous relâchaient à 4 heures du matin pour nous ramener le lendemain. Des fois, ils venaient nous prendre le matin et revenaient le soir. Lorsque nous essayions de nous cacher, ils organisaient un comité chargé de nous retrouver partout et de nous ramener. Cette situation a duré toute la période qu'ils sont restés au camp de Nyarushishi.
À cause de ces actes sauvages et permanents qu'ils m'ont fait subir, j'ai eu par la suite de graves complications gynécologiques. J'avais une douloureuse infection au niveau de l'utérus. Quand je me rappelais qu'ils avaient ajouté à ce que m'avaient fait subir les Interahamwe, je perdais la tête et voulais me suicider. Le seul fait d'avoir un enfant à ma charge me retenait. Des Tutsis n'ont pas été tués par les Interahamwe Nyarushishi grâce à l'intervention du colonel Innocent Bavugamisha, qui était commandant de la gendarmerie à Cyangugu. Ce colonel plutôt, a fait tout ce qu'il pouvait pour les protéger. Il a refusé de commettre le génocide ou d'en être complice. Il a chargé des gendarmes en qui il avait confiance de protéger le camp de Nyarushishi, où les réfugiés Tutsis étaient harcelés par les Interahamwe et les gendarmes depuis l'arrivée des Français. Il est décédé après le génocide, alors qu'il avait intégré l'armée du gouvernement de l'Union nationale, et beaucoup de militaires français n'ont pas eu le courage d'agir comme lui. Les faits marquant l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis le 24 juin 1994. À Murambi, le 24 juin 1994, il y a eu un déploiement des militaires français de l'opération turquoise, mais celui-ci a permis la continuation des massacres de Tutsis et des viols dans le camp de réfugiés de Murambi et ses environs. Les premiers militaires français de Turquoise étant arrivés à Gikongoro sont les forces du commandement des opérations spéciales COS, qui étaient aux ordres du lieutenant-colonel Étienne Joubert, qui y arrivèrent en reconnaissance le 24 juin 1994 en provenance de Cyangugu. Ils ont installé le quartier général dans les locaux du centre d'enfants SOS Gikongoro. Ils ont été rejoints le 27 juin 1994 par des légionnaires de la 11e division parachutiste commandée par le capitaine Eric Hervé, puis par des légionnaires du 2e régiment étranger d'infanterie de Nîmes commandé par le capitaine Nicole. Ces derniers contingents s'installèrent dans les locaux du collège ACPR. La 3e compagnie de la 13e demi-brigade de la Légion étrangère venue de Djibouti, sous les ordres du capitaine Bouchez, s'est installée à la lisière de la forêt de Nyungwe, près de l'usine de Kitabi, où elle a aménagé des tranchées. Le 5 juillet 1994, des hommes du 11e régiment d'artillerie de marine ainsi que le 2e régiment parachutiste d'infanterie venus de la Réunion prirent les positions à l'école technique de Murambi, encore en construction, où un massacre de très grande envergure s'était produit dans la nuit du 20 au 21 avril 1994. Ce détachement français, basé à Murambi, était à cette époque commandé par le colonel Jacques Rosier, qui était en même temps commandant du COS. À l'arrivée à Murambi, les Français y ont placé des véhicules blindés légers armés de canons 90 mm. À ce moment-là, tout le monde sur place était persuadé que les Français venaient voler au secours de l'armée gouvernementale en déroute, ce qui a incité les autorités locales, à la tête desquelles se trouvait le préfet Laurent Boukibaruta, à organiser une manifestation de joie avec des banderoles louant le soutien français. Le commandement du contingent français de Gikongoro fut d'abord confié au colonel Didier Tozin alias Thibault, qui, le 4 juillet 1994, commettra la bêtise de dire que l'armée française n'hésitera pas à casser les reins du FPR et que les ordres seront pas de quartier, ce qui veut dire que les Français étaient prêts à tuer tout soldat du FPR qui entrerait dans la zone turquoise. Le colonel Thibault fut alors momentanément remplacé par le colonel Sartre jusqu'au 16 juillet 1994, date à laquelle ce dernier fut affecté à Kiwi. Le commandement de Gikongoro fut ensuite confié au lieutenant-colonel Eric Dosta Benelat, assisté du commandant Pegouvelo, lesquels assureront cette tâche jusqu'au retrait définitif de Turquoise le 22 août 1994. À Gikongoro, les militaires français ont collaboré avec les autorités préfectorales qui massacraient les Tutsis. Ils organisaient régulièrement des réunions avec elles et sillonnaient toute la préfecture pour un repérage des lieux et fixer des barrières, notamment le long de la rivière Mwogo, au fin d'interdire au FPR l'accès à la zone turquoise. Les Français démettaient des bourgmestres en poste qu'ils voulaient et nommaient les propres autorités, ou bien confirmer celles qui étaient en poste malgré leur implication dans le génocide. La quasi-totalité des bourgmestres et sous-préfets ayant travaillé avec les Français ont été condamnés pour génocide, soit par la justice rwandaise, soit par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Les Français donnaient à ces bourgmestres des consignes claires, visant notamment à chercher des soi-disant infiltrés du FPR et leurs complices, et à les leur apporter. Selon les nombreux témoignages recueillis par la commission Mukyo en 2006 et 2007, ces consignes valaient autorisation de tout faire, y compris pour continuer la chasse aux Tutsis. Il nommait aussi des agents civils de sécurité qui collaboraient avec eux dans la supervision des activités et les distribuaient des armes. Avec Turquoise, différents camps de population déplacés vont rapidement se créer sur plusieurs sites de la préfecture de Gikongoro, les plus importants étant Murambi, Kyanika,
Mbazi, Kaduha, Musange, Kibeho, Ndago, Mudasomwa, Muko, Mushubi et autres. Ces camps de déplacés abritaient également des miliciens Interahamwe et des éléments des ex-FAR ainsi que des autorités politiques et administratives responsables du génocide commis contre les Tutsis dans divers endroits du pays et qui s'étaient réfugiés dans la zone turquoise du Congo. Ces groupes continuaient de faire la chasse aux Tutsis dans les camps et dans les alentours et y tuaient plusieurs personnes. Les Français laissèrent faire ces génocidaires, notamment en ne démantelant pas des barrières sur lesquelles les miliciens opéraient. Le camp de Murambi fut installé dans des bâtiments d'une école technique en construction où avaient été massacrés, nous l'avons dit, plus de 50 000 Tutsis qui étaient regroupés sur l'ordre du préfet Laurent Boutibaruta. Les Français sont arrivés sur ce site 2 mois après le génocide et y ont installé un camp pour des personnes déplacées ainsi qu'une base militaire dotée de milices, de missiles et de pièces d'artillerie lourde. Ils ont entouré le camp de fils barborés et de tranchées pour permettre son contrôle. Ils se sont fait aider dans l'installation par des paysans des environs, dont nombre de miliciens responsables du grand massacre du 21 avril 1994. Une bonne partie de cadavres avait été enlevée des salles par l'administration préfectorale en préparation de l'arrivée des Français et étaient enterrés dans des fosses communes à l'intérieur du jardin de l'école. Une autre partie des corps était encore là, le sang encore visible sur les murs, ce qui obligea les Français à procéder au nettoyage des locaux et à l'enterrement des corps en décomposition. Les militaires français ont aménagé un terrain de volleyball juste à côté de la fosse, pas directement au-dessus. Les limites du terrain de volleyball jouxtaient celles de la fosse et tant les joueurs que les spectateurs marchaient sur la fosse commune. À l'intérieur, les Français mélangeaient indistinctement les Tutsis survivants du génocide avec les éléments des ex-FAR et des miliciens qui avaient participé au génocide. Cette cohabitation a permis aux miliciens de continuer à tuer dans le camp alors qu'il s'agissait d'un espace censé être sécurisé. Les témoignages recueillis montrent une collision entre des militaires français et des miliciens Interahamwe qui a permis la continuation des actes d'assassinat, de viol et autres violations des droits humains sur ce site. Les militaires français n'ont pas démantelé les barrières des miliciens qui servaient de lieu de triage et de mise à mort. Ils ont laissé les miliciens entrer avec leurs armes dans des camps regroupant des survivants du génocide et ces miliciens y ont pris des personnes qu'ils ont assassinées par la suite. Il est aussi arrivé que des Français assistent ou encouragent des actes d'assassinat de Tutsis rescapés du génocide qui venaient leur demander aide et assistance. Selon plusieurs témoignages, les militaires français ont livré des Tutsis aux miliciens et incité à leur massacre. En effet, des militaires français ont arrêté des Tutsis et les ont remis à des miliciens qui les tuaient sous les yeux. Ces livraisons se faisaient la plupart des cas sur des barrières installées par des militaires depuis avril 1994 et que les Français ont laissé fonctionner tout au long de Turquoise. La barrière qui était très connue est celle qui se trouvait au pont Mwogo, séparant les anciennes préfectures de Gikongoro et Butare. Des militaires français ont laissé les miliciens Interahamwe continuer les contrôles des cartes d'identité sur cette barrière de Mwogo, lesquels contrôles ont été suivis d'assassinats de Tutsis commis par des miliciens sous le regard des militaires français. Des journalistes présents sur le lieu en juillet-août 1994 ont décrit une situation où les survivants étaient menacés de mort par les miliciens, alors que les Français étaient théoriquement là pour faire cesser le massacre. Le journaliste Corinne Rennes du quotidien français Le Monde constata qu'il y a à Murambi des réfugiés protégés mais terrorisés qui n'aimeraient rien que quitter la zone dite de sécurité mise en place pour les rassurer. Quant au journaliste Dominique Garot du quotidien français Libération, il observa un même environnement dangereux pour les survivants du génocide à Murambi. Il est décrit en ces termes. Aux abords du marché, qui regorge de légumes, témoignant de la vitalité agricole de la région, des militaires rwandais et des miliciens nonchalants, Kalachnikov neuve à l'épaule, saluent les soldats français. Cette atmosphère bon enfant est trompeuse. Dans le flot de réfugiés, des miliciens traquent encore les Tutsis ou les Hutus modérés. Des documents officiels de Turquoise, établis par des militaires français sur Kadoua, montrent qu'en juillet 1994, il y avait des cadavres récents à Kadoua, ce qui tend à conforter les témoignages relatifs à la poursuite des assassinats pendant la présence de militaires français. En effet, une fiche d'information émanant de l'opération Turquoise en date du 10 juillet 1994 relate ce qui suit. Plusieurs charniers, dont certains contenaient des centaines de cadavres, ont été découverts à Kadoua. Il semblerait également qu'il y ait des cadavres récents à proximité du marché. Fin de citation. La poursuite des massacres de Tutsis à Kadoua est aussi constatée par des journalistes occidentaux qui y arrivent en compagnie de militaires français. C'est ce que constate en juillet 1994 le journaliste Christian Lecomte de l'hebdomadaire français La Vie. Il écrit en ces termes. À la mi-juillet, l'église de Kadoua reste souillée de carnage qui s'y est déroulé. Des traces de sang partout jusque dans les béquilles oubliées. Rien n'a été ni lavé ni caché.
On espère l'impunité, car la chasse aux Tutsis se poursuit dans la sous-préfecture de Kaduha. Des cas de viol, de violences sexuelles, d'esclavage sexuel et de tentatives de viol sont relatés par des victimes elles-mêmes, la plupart survivantes du génocide qui avaient trouvé refuge dans des lieux dits sécurisés par ces militaires. D'autres actes de cette nature sont rapportés par des témoins qui ont travaillé avec des militaires français ou qui les ont vus faire ou qui en ont entendu parler. La plupart de ces actes ont eu lieu dans le campement des militaires français de Karama, à Tianika, Murambi et aussi Gikongoro. Ils se sont également déroulés dans des lieux où ces militaires séjournaient pendant une période plus ou moins longue, comme à Kinyamakara, Kaduha et Mushubi. Une victime a été violée à son domicile situé au centre commercial d'Omiko, en commune Karama, par 2 militaires français conduits par le bourgmestre du lieu Désiré Ngezahayo. Un nombre de témoignages affirment que des militaires français se sont livrés à des actes de torture corporelle sur des civils, notamment des coups et des séquestrations. D'autres rapportent des actions humiliantes et dégradantes de personnes qui étaient placées sous l'autorité des Français. Par ailleurs, avant de quitter Gikongoro, Tiangougou et Kiwuye, les militaires français ont détruit ou emporté des biens de l'administration rwandaise et des établissements publics et les ont emportés aux Zaïre. Parfois, ils ont assisté la population dans le pillage et la destruction des biens publics. Les responsables français qui ont mené l'opération turquoise à Gikongoro ont collaboré avec les autorités criminelles ou installé au pouvoir des personnes impliquées dans le génocide. À l'époque, la plupart d'entre elles étaient des tueurs notoirement connus qu'il n'était pas difficile d'identifier en effectuant une simple recherche d'informations. Les Français savaient à qui ils avaient affaire en choisissant de collaborer avec ces bourgmestres et sous-préfets, que ce soit à Gikongoro, à Tiangougou et à Kiwuye. C'est ce qu'affirme le capitaine de frégate Marin Gérier au journaliste Christian Leconte en juillet 1994 en ces termes. Nous savons que les bourgmestres et les sous-préfets de la région sont pour la plupart impliqués dans les massacres de Tutsis, voire leurs instigateurs. Nous avons accumulé des témoignages qui le prouvent, mais pour le moment, ils sont nos seuls interlocuteurs auprès du 1,5 million de réfugiés Hutus qui ont afflué dans la zone turquoise. À Gikongoro, les Français ont notamment collaboré étroitement avec les génocidaires suivants. Laura Bukibaruta, préfet de Gikongoro, aujourd'hui réfugié en France, Damien Biniga, sous-préfet de Munini, Joseph Ntayenwari, sous-préfet de Karaba, Joachim Hategekimana, sous-préfet de Kaduha, et bien d'autres. Un nombre important de bourgmestres, conseils de secteur, anciens bourgmestres ont quitté Rwanda sous la protection des militaires français alors qu'ils avaient été impliqués dans le génocide. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kwibuka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.